Bonjour Ethan. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Ethan pour ce 83e épisode du podcast Comptoiria. Et pour ce 83e épisode, on a quelqu'un qui va nous réveiller, quelqu'un qui va changer le style des derniers épisodes du podcast, le dernier effort avant les vacances d'été bien mérité. Donc Ethan qui est le champion, la star incontestée, en tout cas au moins au niveau français, la star des GPT. Ethan, tu vas tout nous dire sur comment est-ce que tu as fait pour créer un GPT qui est arrivé 14e dans le top mondial des GPT. Donc les acteurs qui sont en fight avec toi, enfin qui sont au même niveau, Ouais. c'est des boîtes comme Adobe, comme Figma, comme Canva. Et après, il y a qui? Il y a Ethan qui arrive direct dans la foulée. Donc tu vas nous révéler ta méthode. Franchement, si on arrive à appliquer ça, on sera super content. Merci Ethan. C'est ça, merci à toi Nicolas pour me recevoir. Ouais, j'ai débarqué un peu de nulle part comme ça, je sais que j'étais assez calme. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs que le store est sorti. J'ai volontairement fait en sorte de ne pas raconter, pas parler de ce qui se passait, de l'histoire que j'étais en train de vivre, parce que je voulais être sûr de m'assurer qu'il y avait vraiment quelque chose derrière, un vrai potentiel. Et puis, il y a quelques jours, j'ai commencé à me dire, ok, là, on va commencer à partager tout ça, donc je suis ravi que tu me reçoives et qu'on puisse en parler. Donc Ethan est arrivé dans les stores, vous avez compris, dans le GPT Store comme une fusée. Il va faire la même chose sur l'intelligence artificielle en France. Ethan, ma question classique, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative? Mais j'ai cru comprendre que toi, grosso modo, tu étais déjà sur le sujet depuis avant 30 novembre 2022, avant ChatGPT. Tu avais déjà commencé bien plus tôt, non? Ouais. Alors en fait, pour faire très simple, l'histoire, elle remonte en 2022, à peu près vers février-mars. C'est à ce moment-là que je commence à entendre parler de OpenAI et que je commence à voir qu'il y a des choses qui me semblent assez surprenantes et même impressionnantes. J'entends parler de DALL-E 2, l'accès à la bêta fermée, et je me dis que là, c'est une révélation. Il faut absolument que je trouve un moyen d'accéder à cet outil-là parce que le monde n'est pas prêt de voir que c'est possible de générer des images, des visuels à partir d'une phrase. Et en fait, c'était tellement fou que j'ai fait en sorte de remplir le formulaire d'inscription Hmm. comme je pensais être la meilleure façon pour que eux se disent c'est lui qu'on a envie d'avoir. Et donc, Donc tu l'as eu. Moi, j'avais pas réussi à rentrer dans cette liste des privilégiés, dans ce cercle de ceux qui pouvaient avoir accès à Dali. Donc résultat, je me suis reporté sur d'autres outils. Mais donc toi, tu as réussi à rentrer dedans. exactement. Et j'ai accédé. Et quand j'ai accédé, c'était extraordinaire parce que si on se remet un peu dans le contexte, les gens ne savaient pas en fait à ce moment-là que c'était possible de faire ce genre de choses, que c'était possible de créer une image à partir d'une phrase. Et littéralement, ce que j'ai fait, c'est que je dépensais plein d'argent là-dedans pour pouvoir générer le maximum d'images, tester au maximum la puissance. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était les concepts abstraits. Parce que je sais que nous, les humains, on a tendance à avoir une certaine forme de créativité, mais que pour tout ce qui est abstrait, souvent, ça peut être difficile à représenter. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé avec, notamment, il y a 3 œuvres qui m'ont beaucoup plu. Si tu veux, je te les enverrai, comme ça, tu pourras les mettre à l'écran. Bien sûr. Et c'était vraiment, voilà, j'ai créé ces choses-là, ces tableaux-là. Et ce que je fais, c'est que j'allais voir les galeries, donc c'était en avril 2022. J'allais voir les galeries en leur disant hey, regardez ce que j'ai fait ça, combien on peut le vendre? Ça vaut combien? C'est ça, Tu m'en as montré quelques-uns, dont un, je pense, c'était quoi sur Émotion, c'est non? ça, le laboratoire des Le émotions. laboratoire des émotions. C'était. Avec un cœur, donc qu'on mettra sur la vidéo YouTube et sur les posts pour les autres. Et donc, tu allé voir les galeries, tu as réussi à en vendre. En fait, j'ai fait tout le process jusqu'à la vente. Donc j'ai des galeries qui sont chauffées, qui m'ont dit ouais, ça nous intéresse grave. Et à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais d'autres projets en parallèle et je me suis dit ok, c'est bon pour moi. Je sais que ça se vend, je sais qu'on peut le faire. J'avais même prévu de faire pas mal de trucs autour. On parlait de participer à un concours d'art avec ce genre d'outils-là. À l'époque, personne ne l'avait fait. C'était avant que le mec gagne avec Avant son que œuvre. Jason Allen C'est ça, gagne avec le théâtre d'opéra spatial réalisé avec Midjourney, qui n'a exactement. jamais réussi à faire copyrighter. Parce Exactement. qu'on considère que c'est plutôt fait par la machine, en tout cas, jusqu'à ce stade. Et donc, le Copyright Office refuse le copyright sur cette œuvre. Mais donc, oui, et donc toi, t'es allé voir ces galeries qui se doutaient pas encore de ce qui était en train d'arriver, hein, parce que là, 1 an et demi plus tard, c'est allé très très vite, c'est allé très très loin. Tout le monde artistique, le monde de la création s'est pris une claque. Ça décuple aussi nos possibilités. Bien sûr. Et après, donc dans la foulée, tu étais déjà dans le game, tu regardais déjà ce qui se passait, et là, tu as vu arriver ChatGPT alors. Ouais, alors en Mais fait, tu me disais que tu bidouillais déjà à ce niveau-là. exactement. J'ai toujours mis la main en fait dans tous les petits trucs qui me semblaient être intéressants. À l'époque, j'ai monté une boutique e-commerce et j'ai fait plus d'une centaine de ventes. Ou alors, quand il y avait la hype des NFT,
J'étais à fond dedans, j'achetais, je revendais et surtout, j'ai déployé ma propre collection de NFT. J'ai fait T'es du... pas le seul, hein. Moi, j'ai eu un gros passif NFT aussi. C'est vrai, Ah, ouais, tu m'avais dit, ouais, ouais. t'avais acheté, enfin, t'étais épargné premier en France, en Europe à acheter des NFT. Et oui, j'ai cette chance-là. Après, il y a eu des grandes vagues sur les NFT. Mais vas-y, continue, Ethan, Ok. continue. Donc, comment est-ce que tu arrives à ChatGPT et à l'API GPT? C'est ça. En gros, pour faire simple, donc j'avais vu la puissance de DALL-E 2 et je m'étais dit, c'est incroyable, le monde n'est pas prêt à ce qui se passe. Quelques mois après, je remarque que OpenAI vient d'ouvrir, enfin, donne accès à des API enfin, assez intéressantes. En réalité, c'était un peu les API de ChatGPT. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai fait un rush sur une semaine. Moi, j'aime beaucoup le format rush parce que ça permet de très rapidement sortir quelque chose et avoir quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut Hmm. toucher, tester et montrer. Et du coup, c'est comme ça que j'ai passé une semaine enfermé, toujours pareil, à aller à fond. Et j'ai littéralement créé, développé 3 produits qui intégraient les API de ChatGPT 6 mois avant la sortie de ChatGPT. Waouh! Et ça, c'est ta méthode, en effet. Tu t'enfermes, tu bourrines pendant une semaine, là, tu es seul au monde et tu avances très, très vite sur tes projets. J'ai bien C'est compris. ça. Et j'ai l'impression que cette méthode, elle est très efficace au final et qu'elle laisse très peu de chance au hasard. Tu vas nous l'expliquer. Donc, en fait, tu as failli nous sortir un chat GPT avant GPT en te connectant aux API GPT. C'est ça. Donc, tu sentais déjà les choses. Super. Donc, ChatGPT arrive, 30 novembre 2022. En fait, pour toi, c'est limite, ah bon, les gens sont surpris, moi, je suis déjà dessus, c'est ça? C'est ça. Ah, l'histoire, elle est très marrante parce que quand. Donc, j'avais développé ces 3 produits. À l'époque, il y avait uniquement 10 produits SaaS qui existaient, qui faisaient ce genre de choses. Moi, j'en avais développé 3. Et je savais qu'il y avait un potentiel business à faire derrière, mais je savais que le temps qu'il fallait que j'investisse pour transformer ça en business rapidement était trop coûteux. Et j'ai estimé que, pareil, une deuxième fois, il valait mieux que je m'arrête et que je me reconcentre sur d'autres projets en parallèle. Et donc, c'est comme ça que 6 mois après, donc, je suis enfin, j'ai fait l'école 42. À 42, un jour, je remarque que tout le monde commence à parler de ChatGPT de partout et je me dis, mais il y a un truc qui se passe, quoi. C'était un jour particulier. Et les gens étaient comme des oufs, ils étaient littéralement, pour eux, c'était un changement de paradigme assez fort. C'était littéralement une révolution qui venait de se mettre en place. Et Intéressant de voir comment ça peut se passer au sein de 42, c'est d'avoir ça. cet esprit un peu électrique de la révolution en Exactement. marche, quoi. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, quand ils m'ont fait ça, ils m'ont dit, hey, tu devrais tester ce produit-là, c'est incroyable. Et quand j'ai testé, j'ai regardé, je leur ai dit, mais je comprends pas votre emballement puisque moi, en fait, ça me surprend pas. J'ai déjà été surpris 6 mois avant, je sais déjà comment ça marche, j'ai déjà été impressionné. Et du coup, ça avait fait un sacré décalage et je m'étais dit, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, j'avais cette capacité à sentir l'innovation, enfin, j'avais le flair en tout cas pour ce qui pouvait être intéressant. Et du coup, c'est là où je me suis calmé. On a avancé, on a continué. J'ai dû avancer aussi sur mes projets perso. J'ai testé pas mal de choses. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai gagné mes 2 premiers hackathons et notamment le plus gros salon européen sur les technologies blockchain, duquel j'ai fini premier. Et j'étais speaker de l'événement d'un salon de plus de 10 000 personnes. Belle réussite, dis donc, Ethan, très impressionnant. Donc, ChatGPT, mais donc, avant, revenons un tout petit peu à notre question traditionnelle aussi, Ethan. Quels sont les outils d'IA générative que tu utilises aujourd'hui le plus? Ouais. C'est quoi ta suite d'outils d'IA générative dans ton quotidien? Et est-ce que tu as un petit usage secret à nous révéler avec ces Ouais. outils? J'ai pas mal de trucs intéressants. Bon, forcément, comme tout le monde, je suis à fond ChatGPT. Je trouve que c'est un outil qui est assez puissant. Et d'ailleurs, c'est celui qui a créé le plus de bruit. C'est celui qui a la plus grosse base d'utilisateurs. Et ça fonctionne très bien. Maintenant que je me suis spécialisé dans le GPT, forcément, il y a aussi d'autres outils que je vais amener. Et ChatGPT, je pense qu'on parle aujourd'hui d'une centaine de millions d'utilisateurs, hein, grosso modo. Ouais, 180 millions. 180 millions, C'est 180 ça. millions, d'accord. Et justement, donc, un move très intéressant qui vient de se passer avec GPT-4o qu'ils ont rendu accessible à tout le monde, même aux utilisateurs gratuits. Donc 180 millions d'utilisateurs qui peuvent utiliser le meilleur modèle gratuitement et un modèle aussi donc multimodal en plus de ça. C'est ça. Ok. En vrai, quitte à rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le GPT Store, comme ça au moins on Allez, pourra avancer. Donc, Ethan, vas-y. donc le roi des GPT. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu. Déjà, donc ChatGPT ici on connaît, OpenAI on connaît. C'est quoi un GPT? Un GPT, en fait, de façon très simple, moi je dirais que c'est une application qui est déployée sur le store de OpenAI. Et pour faire simple, qu'est-ce que c'est que le store d'OpenAI, le GPT Store? En fait, pour moi, c'est rien d'autre que l'App Store,
des IA. C'est un App Store dans lequel on peut déployer des applications customisées en fait, de ChatGPT et qui permet d'avoir plus de précision et dans la qualité des réponses que tu vas pouvoir obtenir. ChatGPT, par exemple, est un agent que je qualifierais de généraliste. Les GPT, eux, sont beaucoup plus spécialistes et spécifiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve qu'ils ont un vrai intérêt. Et ouais. Et en plus de ça, sont peut-être encore plus des agents, dans le sens où, d'une certaine manière, tu as moins besoin de prompter, peut-être, pour leur faire créer des choses. Exactement. Ils sont peut-être qu'ils ont un peu plus d'autonomie en étant un peu plus verticalisés et spécifiques. C'est ça. En fait, c'est beaucoup plus simple et agréable à utiliser parce que directement, tu te connectes à ton application et directement, elle est paramétrée, elle est set-up comme il faut pour qu'elle puisse résoudre ton besoin. Par exemple, tu as envie de corriger un texte parce que tu envoies un email important ou alors parce que tu décides d'écrire un post sur LinkedIn, par exemple. Tu n'as pas envie d'envoyer ton post avec tes fautes d'orthographe. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux directement aller sur un outil de grammar checker, le mien en priorité. L'outil d'Ethan qui s'appelle. Mais si, attends, il s'appelle comment? Non, il s'appelle Grammar Checker classique. Okay, très bien. Mais en gros, l'idée, c'est de dire tout simplement, tu te connectes à cette application-là et simplement, tu lui files ton texte, il te le corrige. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. L'objet Maintenant qu'on sait un peu ce que c'est que le GPT Store, l'idée, c'est de savoir aussi, finalement, pourquoi en fait je m'y suis autant intéressé. Complètement. Et ce GPT Store, d'une certaine manière, ça peut être vu comme le nouvel App Store. C'est ça. Pour moi, puissance, voire peut-être même plus. Tu vas nous dire ça. Et j'ai trouvé la manière. Tu as commencé à nous dire nous révéler un petit peu ta méthode, en tout cas, pour travailler déjà sur tes applications avec l'API GPT que tu as créé précédemment. Mais là, cette fois-ci, je crois que quand il y a eu les annonces sur le GPT Store, donc grosso modo, on en parlait, mais on est en fin d'année 2023, hein, c'est ça, novembre, décembre 2023. C'est ça. Pas très loin, juste avant en fait les déboires de Sam Altman, sa sortie et sa réintégration au poste de CEO d'OpenAI en fait. Juste avant ça, il fait quelque chose qui cartonne, un super event. Ils annoncent le lancement du GPT Store. Et toi, je crois qu'à ce moment-là, tu vois ça et tu te dis, ça, je peux pas passer à côté. Je vais me donner tous les moyens histoire d'être sûr d'être au top là-dessus. Et là, tu as développé une méthode extraordinaire, franchement imparable. Tu n'as laissé aucune place au hasard. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Ethan ? Avec plaisir. C'est justement c'est ce qui me fait le plus vibrer dans l'entrepreneuriat. C'est ce genre d'histoire qu'on peut raconter une fois qu'on est en train de les vivre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que très tôt, j'ai entendu parler de la keynote de Sam Altman début novembre 2023. Je crois que c'était le 6 ou 7. Et à la suite de ça, j'étais encore en train de préparer le lancement de ma startup principale. Ce qui est intéressant, c'est que dès que j'ai eu une opportunité, donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les derniers jours, je dormais entre 5 heures, 6 heures par nuit. C'était assez intense. Une chose est sûre, c'est qu'à la fin, après le lancement de mon projet principal, on a décidé en fait de faire une pause, de prendre des vacances. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de vacances. Et là, je me suis dit, c'est parfait, parce que c'est exactement le moment que j'attendais pour pouvoir travailler sur ce projet-là de GPTs. Et donc, en décembre 2023, le 22 décembre, je commence directement à mettre en place mon plan d'action. J'ai 12 jours, en fait, pour littéralement créer des applications qui explosent. Et tout l'enjeu... Pardon, je fais un truc. Non, je me marre et je me dis, j'aimerais pas jouer contre toi aux jeux vidéo. Tu dois être redoutable. Ah ouais, non, et donc, vas-y, présente-nous ce plan extraordinaire. Ce qui est important, c'est de savoir que quand tu as 12 jours pour déployer des apps et les faire exploser, littéralement, c'est un plan de guerre qu'il faut lancer. Là, tu pars, tu sais que tu vas te battre contre des acteurs qui sont déjà en train de se positionner. Ouais. Le plus dur, en fait, là-dedans, c'était qu'on n'a pas d'historique. Le store est nouveau. Je vous remets dans le contexte. Je te remets dans le contexte. On n'a aucune information sur quand est-ce que ça va sortir. C'est que moi, j'étais dans l'urgence. Tous les jours, toutes les heures, j'avais cette crainte-là de me dire que j'allais pas être prêt. Ouais. Que le store allait sortir là maintenant et que j'allais pas avoir mes 100 applications prêtes pour le lancement. Et donc, ce que ça m'a permis de faire, c'était de me dire, OK, très simple, très rapidement, on va mettre en place un vrai plan. Premier jour, sur les 12, je me dis qu'il faut que je comprenne autant que possible ce que c'est que le GPT Store, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'une application explose par rapport à une application qui ne marche pas. Et à ce moment-là, je me dis, OK, on y va, on sort le navire de guerre et on y va. Et donc, c'est comme ça que premier jour, je le consacre uniquement à la mise en place de ma stratégie.
je travaille à fond dessus, je teste plein de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de rush, ça évolue très vite. Toutes les heures, tu apprends de nouvelles choses, tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles données, et tu les intègres à ton plan et t'améliores. Et donc, comme ça, j'ai déployé 10 plans différents, 10 stratégies différentes, parce que le manque de données, de data, faisait que je m'étais dit, je vais créer mes propres data à moi, en fait. Je vais tester le marché avec différentes approches, et à la fin, je fine-tune et j'affine. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que comme il n'y a pas de système de publicité qui était mis en place, en fait, c'était tout au mérite. C'était soit tu étais bon et tu arrivais vraiment à réussir, soit tu faisais des applications comme ça marchait pas et ça s'arrêtait là. Du mérite, de l'organique, ce qui te permet potentiellement de te faire ta place, même face aux géants qui ont déjà commencé à déployer des plugins. Et toi, tout est reseté à ce moment-là et tu peux y arriver. C'est exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est que je déploie les applications. Et donc là, tu pars sur plusieurs verticaux différents. Raconte-nous vraiment ta méthode. Ok. En fait, ma stratégie, elle est très simple. C'est très dur de toucher à un marché du premier coup. Et ce que je me suis dit, c'est simple. En réalité, dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas besoin d'avoir raison 100% du temps. C'est pas ça. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est tu déploies des solutions et tu as besoin d'avoir raison, même si sur 100, tu en déploies 99 qui ne marchent pas, tu as besoin d'avoir raison une seule fois pour que littéralement, ça change ta vie et celle des autres. Et donc, c'est ce que je me suis dit. Et donc, j'ai pris l'approche startup dès le début, développement de petites applications très agiles, des MVP, et j'y suis allé. Et donc, c'est pour ça que j'ai déployé autant d'applications. Tu en as fait 100 100. Parce que j'étais convaincu que sur 100 verticales différentes, il y a au moins un peu de chance que peut-être il y en a une qui explose. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Sur les 100 que j'ai déployés, il y en a 10 qui ont plutôt bien marché. Et sur les 10 qui ont bien marché, j'en ai une qui a explosé. Wow. Et cette application-là, elle a fait que moi, aujourd'hui, à ce moment-là, j'étais classé 14e mondial sur plus de 3 millions d'applications sur le store. DALL-E Ultra. Exactement. Donc, à tous nos auditeurs, allez essayer DALL-E Ultra. Mettez aussi des étoiles, des reviews positifs sur l'application d'Ethan pour lui permettre de continuer sa bataille contre Canva, Figma, etc., le propulser. Reviens, Ethan, sur le process. Sur les verticales que tu choisis, tu as quelques exemples de verticales à nous citer un petit peu. Ouais. Donc, tu pars de 100 sur les 10. Il y a quoi comme thématique? Elles font quoi ces applications? Qu'est-ce que font ces GPT? Je pourrais partager l'accès à un Google Form, pas Google Form, un Google Sheet dans lequel j'ai répertorié toutes les applications. À l'époque, on n'avait pas de store. Et c'est comme ça que je partageais les apps avec tout le monde. Mais en gros, pour faire simple, j'ai déployé des applications sur toutes les verticales. Et honnêtement, pour moi, 100% des applications que j'ai déployées sont intéressantes. Il y avait des verticales du type social media, donc les réseaux sociaux. Business, copywriting. Exactement. Par exemple, pour LinkedIn, j'ai fait un assistant qui aide un copywriter en fait, qui aide à écrire des posts LinkedIn qui sont percutants, forts, avec des call to action à la fin, bien rédigés. Ou alors, il y a d'autres applications que j'ai faites pour Instagram, Twitter. J'ai fait beaucoup les réseaux parce que j'étais convaincu qu'il y avait vraiment un marché. Il y en avait un et c'était vachement intéressant. À côté, j'ai fait d'autres applications plutôt divertissement. Par exemple, j'ai développé des applications pendant... Comment dire, les gens peuvent simplement s'y connecter et commencer à jouer. C'est comme des escape games. Je crois que j'étais un des premiers, si ce n'est peut-être le premier, à avoir créé le concept d'escape game sur le store. Et c'était super sympa parce qu'en fait, l'histoire, elle s'écrivait en fait en même temps que tu y jouais. Wow. Et ça permettait d'avoir une richesse de scénario qui était en fait littéralement l'infini. Ça, c'est passionnant. Je me permets une micro-parenthèse là-dessus, Ethan, parce que c'est passionnant. Ça me rappelle aussi, tu sais, des bouquins que moi j'ai pu lire en étant un peu plus jeune. C'était le livre dont vous êtes le héros, tu vois. Donc avec une suite qui s'écrit comme ça petit à petit. Tu pouvais lancer des dés, tu vois, choisir une suite. Et moi, j'ai créé un GPT comme ça, je t'en ai pas parlé, mais que j'ai appelé générateur de monde. Et tu vois, tu choisis un thème, la ruée vers l'or, la Grèce antique, la Rome antique, Paris contemporain, ce que tu veux. Et derrière, j'ai une intrigue, un synopsis, des images qui arrivent. Et c'est fou, et c'est génial. Ouais. D'ailleurs, tu me le partageras, comme ça je pourrais te faire mes retours. Avec plaisir, je suis très curieux. Alors, et donc, tu as fait tous ces... Et voilà, et tu crées tous ces GPT. Tu as une méthode pour créer tous ces GPT. Ils ont des éléments de construction qui sont similaires. Ils ont un socle de base qui est le même de temps en temps, ou c'est à chaque fois sur part à zéro? Ce qui est très dur dans ce genre de rush, c'est qu'en réalité, rien n'est acquis, rien n'est sûr. Et que toutes les applications que j'ai déployées sont toutes très différentes. Il y en a qui ont des expériences très développées, d'autres beaucoup moins. Il y en a qui étaient très catchy, c'est-à-dire que j'ai mis un effort et un soin particulier
à ce que à la création d'un logo, par exemple, pour donner envie aux gens de venir cliquer sur mon application et de l'utiliser, j'ai testé pas mal de choses. Euh, la réalité, c'est que pour moi, ce qui a marché, c'était de déployer des applications minimales rapidement et de tester des marchés le plus tôt possible. Et c'est ça qui, en réalité, est mon plus gros secret. C'est que j'ai compris que finalement, on s'en fout un petit peu d'avoir un produit fini dès le début. Le plus important, c'est de déployer, enfin littéralement d'utiliser le store comme un levier pour déployer des applications. Là j'aimerais bien parler d'un sujet important. Ouais. OpenAI, ChatGPT, c'est 180 millions d'utilisateurs mensuels. Et j'avais cette conviction-là à l'époque que, en fait, déployer un produit sur leur boutique, c'était le meilleur moyen de toucher une audience rapidement. Parce qu'en fait, le simple fait de réussir à se rendre visible sur leur interface, Bien sûr. ça amène un trafic monstrueux sur vos apps et naturellement, ça les fait exploser. Donc, c'est mathématique. Réussir à se rendre visible, c'est exploser. C'est ce que veulent tous les médias aussi. Et il y a plein d'études qui parlent d'un déplacement du trafic potentiellement de Google. On parle de peut-être 25% du trafic qui arrive sur Google, qui pourrait être redispatché sur les outils de l'IA générative dans les 2 ans qui viennent, ce qui serait un mouvement des plaques tectoniques hyper important. Peut-être que ça sera même plus que ça. Ouais. Donc énormément de visibilité. Ouais. Tu dis qu'il y a combien de GPT qui ont été créés? Tu as le chiffre ou pas? J'ai le chiffre exact, Vas-y. c'est 3 millions et ça a été donné, 3 je crois, le millions 10 de janvier. GPT créés. C'était le 10 janvier 2024. Wow. Et c'est-à-dire que depuis, il y a eu plusieurs mois qui sont passés et je pense que ça a dû pas mal augmenter. Donc on doit être sûrement aux alentours des 10 millions. Tu nous as fait 14e sur 10 millions. Je préfère dire 3 millions pour être sûr que je me trompe Sur pas, 3 millions. mais il y a pas mal d'applications. C'est déjà un ratio exceptionnel. Tu disais qu'il y avait plein de pièges à éviter. Il y a des points bloquants aussi sur les GPT. On ne peut pas tout faire. D'une certaine manière, il y a les guidelines d'OpenAI. On ne peut pas forcément parler de tout librement. Il doit y avoir plein de limites sur le sexe, la vulgarité, un petit peu de temps en temps des Bien sûr. tabous qu'on connaît, notamment chez Facebook, sûr. chez Meta, du wokisme un petit peu. Ouais. Tu as été limité. Et justement, c'est marrant parce que j'en parlais avec un copain qui me disait que de temps en temps, sur des hackathons, les gens pouvaient utiliser par exemple Mistral pour faire des applications de dating. Parce que Mistral était moins limité, si tu veux, et plus ouvert sur ce que tu pouvais faire qu'un modèle de type GPT. Tu as connu ces limites alors, toi, Ethan? Moi, j'ai connu toutes les limites qu'on a pu Parce que tu as forcément fait une verticale, simulateur de girlfriend ou de rencontre ou un truc comme ça. Non? J'ai connu toutes les limites qu'on pouvait rencontrer sur ChatGPT et ce qu'on pouvait en faire. Littéralement, j'ai pris leurs produits et j'ai joué avec toutes les limites autant que possible et j'étais très border, même à des stades où littéralement je suis le premier à avoir déployé une version jailbreak de ChatGPT sur ChatGPT. Ok. Et que ce qui était intéressant, c'est que en fait, il y a un modèle qui s'appelle Dan, Do Anything Now, Bien sûr. et qui avait énormément marché à l'époque. Et dès que le store est arrivé, je me suis dit, OK, je vais déployer ce genre de petites applications. Et je l'ai déployé. Donc, ce qui s'est passé, c'est Tu as qu'elle essayé de faire du Dan dans le GPT Store. J'ai pas essayé, je l'ai fait. Et ça a explosé, ça a extrêmement bien marché. Wow. J'avais des centaines d'utilisateurs en journalier. Ça marchait super bien. Et même, pour l'anecdote, c'est le premier feedback que j'ai reçu de toutes mes applications. Ça a été sur cette application-là. Et d'ailleurs, le feedback m'a fait vachement peur parce que quand je l'ai reçu, en fait, OpenAI t'envoie des emails avec le message de l'utilisateur. Quand j'ai reçu ce feedback, je me suis dit, j'ai ouvert, j'étais trop content. Et puis après, j'ai vu le contenu du feedback. Et là, j'ai pris peur. Et là, je me suis dit, OK, il y a des gens dans le monde que je ne connais pas qui font des trucs bizarres avec des trucs que j'ai créés. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai pas du tout envie d'être rattaché à ces choses-là. Et j'ai choisi de ne pas lui répondre. Et les gens ont continué à l'utiliser. Et OpenAI n'a pas été content du tout. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est que ça a été violent. Ils ont coupé mon application. Et tout le trafic que j'avais réussi à avoir sur cette app, littéralement, a disparu. Tu t'es fait bloquer ton compte. Cette application-là. Cette application, pas ton compte. Pas mon compte. Ok. Mais c'est pas grave, parce qu'en réalité, c'était pas mon focus. J'étais content que l'application, elle avait plutôt bien marché. D'ailleurs, c'était la deuxième application qui s'était bien hissée dans le classement. Elle a été classée 20e. Et voilà, OpenAI l'a coupé, ils ont pris peur, ce que je comprends, et je leur en veux pas. Raconte-nous comment tu crées une application sur le GPT Store. Tu l'as créée en amont, toi, sur un bloc-notes, sur des outils de code, tout ça, ou tu vas directement dans l'éditeur de ChatGPT, tu remplis les instructions, ou même tu vas dans le truc qui te permet de créer le GPT en langage naturel? En gros, pour faire simple, quand tu crées un GPT,
C'est assez simple et rapide en réalité. C'est pour ça que je ne comprends même pas ceux qui viennent me voir et me dire qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire. En décembre, Appel à toute l'audience du podcast, à tous ceux qui nous écoutent. Vous devez créer un GPT, vous devez essayer de créer un GPT. Et en plus, on sera ravis avec Ethan de le regarder, de jeter un coup d'œil tester. et de le tester pour vous. Exactement. Et d'ailleurs même, je vais pousser, je vais prolonger ce que tu dis. Je pense sincèrement que le futur de la façon dont on déploie un projet startup, pour moi, c'est en utilisant aujourd'hui le GPT Store. Aujourd'hui, j'ai un exemple qui s'appelle Consensus. Peut-être peut-être ce sera plus simple si je commence par Canva. Canva, qui aujourd'hui s'est positionné sur le GPT Store et qui a su littéralement voler un trafic monstrueux à OpenAI pour le ramener chez eux. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment développé la verticale AI. Et ils cartonnent, ils viennent de faire plein d'annonces sur leur vertical AI, tu as raison. En fait, en effet, OpenAI, le GPT Store, on en parlait, énorme outil d'acquisition de trafic. Quand tu sais Exactement. bien t'en servir. C'est ça. Moi, je parlerais de nouvelles façons de faire du lead gen ou du lead magnet. Pour moi, c'est vraiment le futur de comment on peut avoir beaucoup T'as d'acquisitions raison. rapidement. Et c'est maintenant que ça se passe. Et c'est pour ça que tous ceux qui veulent se lancer, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est rapide. Comment créer une application? Très simple. Il y a 3 niveaux de complexité. Premier niveau, je vais rentrer des instructions. Donc, c'est un peu l'équivalent du pré-prompt qu'on utilisait sur ChatGPT avant. Assez simple. Deuxième élément, c'est les fichiers. On peut lui donner du knowledge, du contenu pour l'entraîner. La base de connaissances. Exactement. Ok. Donc, les pièces jointes qu'on met. Ok. C'est ça. Très bien. Et typiquement, par exemple, imaginons que tu veux faire un expert en marketing. Tu lui donnes un livre d'un mec qui est super bon là-dedans. Tu l'entraînes avec ce livre-là. Et derrière, il sera préconfiguré à te donner les enseignements du livre. Voilà. Et le troisième niveau, c'est les actions. Les actions, c'est les connexions API avec un serveur externe. Et donc ça, c'est le niveau ultime du GPT. C'est avoir une interaction où finalement le chat, le GPT, c'est la porte d'entrée. Ça envoie l'information à un serveur qui lui travaille l'information, la traite et la renvoie dans le chat. Ça, c'est ce qu'a fait Consensus. C'est un GPT qui a explosé, qui est en train de cartonner, qui est en train de tout écraser sur son chemin. Ouais. Et en gros, littéralement, eux, ils ont rendu simple l'accès à l'information dans les articles de recherche. Et ce qu'ils ont fait, eux, c'est ce qu'on doit tous faire. On doit utiliser le store comme un moyen de déployer une startup, tester un marché. Et si le marché répond, tout de suite, on exporte le trafic vers notre propre produit SaaS qui est en futur. Donc il y a le lead gen et le déploiement de startup. Et Consensus, ça fait quoi alors? Consensus permet de faire ce qu'on n'avait pas l'occasion de faire et ce qu'on avait du mal à faire avant, à savoir chercher dans des bases très très grandes d'articles de recherche, réussir à récupérer des informations qui nous intéressent. D'accord. J'adore ce que tu as dit. En fait, n'importe qui, je pense que n'importe quel créateur de start-up aujourd'hui, n'importe quelle personne qui veut lancer un business, il devrait commencer par un GPT. Exactement ça. Et deuxième case, tu as déjà un business SaaS, tu dois créer un GPT aussi pour faire venir du trafic chez toi et le faire bien. Mais le cas, en tout cas, majeur, n'importe qui regarde, qui veut être mon associé, qui a une envie entrepreneuriale, commencer par un GPT, c'est la simulation de l'entrepreneuriat et avancer très vite sur un projet, un prototype, de la meilleure manière possible. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, le sujet le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu lances une boîte, un SaaS de zéro, littéralement, tu le lances vraiment de zéro. Moi qui le vis, je sais exactement, je connais les forces et les faiblesses des deux modèles. Et c'est pour ça que maintenant, je me permets de dire que, en tout cas aujourd'hui, c'est tellement de choses qui est en train de se passer grâce à OpenAI qu'en fin de compte, il faut que nous, on puisse autant que possible en bénéficier. Wow. Raconte-nous un petit peu donc, tes perfs sur DALL-E Ultra. DALL-E Ultra, donc c'est combien d'utilisateurs, combien de reviews, 14e. Donne-nous un peu tes stats. Ok, donc si tu veux de la KPI, tu veux rentrer dans le vif du sujet. C'est ce qu'on veut. Donc l'application, je l'ai déployée pendant les 12 jours. Depuis, j'ai travaillé tous les dimanches sur les 5 derniers mois, ce qui fait un total de 20 jours. Donc 20 jours plus 12 jours, ça représente à peu près 32 jours de travail que les gens se projettent. Ce que j'ai réussi à faire en ce temps-là, c'est avoir une croissance violente de 200 à 300% mois après mois. Ça, depuis la création de mon application. Quand j'ai commencé, l'application était à 0. Il y avait déjà des acteurs qui étaient à 200 000 conversations. J'étais pas le privilégié, j'étais pas du tout mis en avant par OpenAI ou quoi que ce soit. Je me suis fait tout seul.
Et à partir de là, l'application, elle a grind organiquement par tous les modèles les stratèges que j'ai mis en place. Aujourd'hui, je cumule 58 138 utilisateurs sur les 30 derniers jours. Ouais. J'ai des centaines de messages qui me sont envoyés, des milliers de messages qu'on m'envoie. Et je suis tellement sollicité que j'ai même plus le temps de réagir et de répondre à tous. J'ai créé une communauté à côté sur Discord qui a déjà plus de 3300 membres, je crois, la dernière fois que j'ai vu, quelque chose comme ça. J'ai vraiment un trafic qui est monstrueux, 14e sur le store d'OpenAI, Wow. et je suis en train de me battre contre les colosses. Et ça me plaît. Des boîtes à plusieurs dizaines de milliards, Canva, Figma, etc. Exactement. Canva qui pèse aujourd'hui 40, 50 milliards, littéralement, je suis en train de me battre contre lui. Adobe qui pèse 400 milliards, littéralement, Adobe aujourd'hui. Tu penses que tu es un acte sur le GPT Store, t'es pas un rigolo à côté d'eux? Ah non, je suis pas du tout un rigolo. Et d'ailleurs, et même, je vais être avec beaucoup de respect pour eux. Ouais. Je trouve que c'est même plutôt eux les rigolos, parce qu'en réalité, la qualité de l'application qu'ils ont déployée, pour moi, je trouve que c'est presque du foutage de gueule. Enfin, peut-être bon, tu bifferas pour pas, voilà. Mais en gros, tout ça pour dire, c'est que je trouve que c'est pas respectueux en fait pour les utilisateurs de déployer des applications qui sont d'une aussi mauvaise qualité, et que c'est pour ça que voilà, je suis venu. Et on va un peu secouer tout ça, tu vois. On va leur montrer véritablement ce que c'est qu'un vrai produit, une vraie application qui aide les gens à générer des images plus facilement que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, parce que à la fin, en fait, il y a quand même un vrai produit, en effet, un vrai résultat. Moi, j'ai testé. J'ai eu notamment des images du métro en mode jungle, Ah oui, je vois très forêt. bien. Et ça, c'est toujours hyper sympa comme concept. Non, non, et ça fonctionne très bien en plus. Mais parce qu'au final aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que tu t'appuies sur le trafic d'OpenAI, mais aussi sur donc, la puissance de leur modèle et la puissance de leur Exactement. générateur d'images, de leur compréhension du langage. Oui, et c'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, quiconque veut développer une startup, on lui donne mes KPI à moi, donc 58 000 personnes qui utilisent son application en mensuel, qui font plus de 200 000 messages envoyés, donc c'est des millions d'images générées depuis la création. On est vraiment sur des chiffres qui sont dingues. Je vous laisse. Heureusement que tu es sur le GPT Store et que c'est pas toi qui paye les images générées avec ta clé Exactement, API, quoi. Hein. exactement. Moi, je paye un seul truc, je paye mon abonnement OpenAI. Donc Ça, pour toi, ça te 20 coûte 20 balles. Exactement, mon infrastructure coûte $20. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai même pas besoin d'avoir de tech pour la maintenir. J'ai pas besoin d'avoir de personnes au marketing pour faire la publicité, la promotion. Littéralement, pour Waouh. $20, j'ai la main en fait sur une communauté, une audience qui est hyper riche. Et à partir de là, C'est extraordinaire. une fois que ça marche, Extraordinaire. c'est là où derrière je peux décider de pousser, d'investir de l'argent. Bravo Ethan, c'est génial. Le voir comme ça, en fait, se dire que pour 20 dollars, tu as réussi 20 dollars par mois, mais tu as réussi à faire ça, tu as réussi à créer ça, c'est extraordinaire. Ta méthode en partant des 100 GPT, elle est dingue. On comprend que tu es complètement déterminé et je ne serais pas surpris que tu arrives à déplacer des montagnes et à déplacer les géants, les colosses dont tu parles, les Canva et autres, et que tu fasses du grabuge. Avançons un petit peu. Comment est-ce que tu vois l'avenir du GPT Store? Il y a les annonces récentes, GPT-4o. On a vu donc un modèle omnimodal avec des interactions à la voix qui étaient dingues. On en parlera tout à l'heure. Des démos complètement bluffantes. La gratuité, tous les utilisateurs gratuits qui peuvent accéder aux fonctionnalités les plus avancées de ces modèles. Mais au final, on n'a pas tant parlé que ça du GPT Store dans cette annonce. Comment est-ce que tu vois ça, côté OpenAI, leur stratégie? Comment est-ce que tu vois ça se développer? Je trouve que c'est la meilleure chose qui soit arrivée parce que si avant on avait un store qui était uniquement réservé aux utilisateurs payants de ChatGPT, aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette annonce-là, ils ont annoncé que le store devenait public et que le C'est trafic vrai. a drastiquement augmenté et que c'est maintenant que s'il y a quelque chose à faire, il faut se positionner. Ah non, non, mais tu as raison. Là, j'ai mal exprimé les choses. C'est vrai que d'une certaine manière, c'était une annonce pharaonique, démentielle pour toi, parce que c'est, tu peux créer tu peux créer un GPT uniquement si tu as un compte pro. Par contre, tu peux accéder à tous les GPT en ayant un compte gratuit. Et là, Ouais, évidemment, c'est ce qui, toi, a démultiplié tes stats et tes chiffres d'audience. c'est ça. En gros, pour faire simple, avant j'étais sur une moyenne à 600 utilisateurs journaliers. À partir du moment où il y a eu l'annonce, ça a commencé à s'agiter et tout. Et à mon pic, je suis monté là dernièrement à 4800 utilisateurs en un jour. Donc voilà.
C'est pour. Ouais, donc et de toute façon, ils n'ont pas le choix parce que vu que Meta, d'une certaine manière, va donner accès à l'IA via Meta AI à ces 3,2 milliards d'utilisateurs sur les différentes applications, Messenger, WhatsApp, Instagram, c'est sûr que pour OpenAI, il faut, pour rester bien dans la course et rester en tête, c'est important qu'il y ait plusieurs centaines de millions de personnes, en tout cas, qui utilisent leurs produits au maximum de ses Bien capacités. sûr. Et Vas-y, j'ai envie complète. d'ajouter un truc, c'est que Sam Altman est en réalité un entrepreneur très intelligent. Moi, je l'ai vu, je le suis depuis en tout cas OpenAI, et je trouve que sa façon de développer le projet, pour moi, c'est du génie parce que ce qu'il fait en fait, tout simplement, c'est qu'il a choisi de mettre l'accent sur ce qu'il va pouvoir montrer lors des démonstrations, et derrière après, la technique vient s'adapter à ça. Et c'est pour ça qu'ils font des présentations qui sont dingues. Dali 2, Quelle fluidité par rapport à Google, c'est complètement voilà. incroyable. Ils font ça dans les bureaux, c'est facile et tout le monde ne parle que de ça. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, Google ne fait pas du tout le poids face à OpenAI. OpenAI est beaucoup plus fort et à chaque fois, c'est OpenAI qui vient montrer les nouvelles innovations. On a eu ça avec la génération d'images, on a eu ça avec ChatGPT, on a eu ça avec la génération de vidéos, on a eu ça avec la sortie du store, on a eu ça avec le modèle live GPT-4o qui était incroyable et qu'on a tellement d'autres choses qui vont arriver qui vont être dingues. Donc la suite promet d'être intéressante. On va s'éclater, je suis totalement d'accord. Euh, Ethan, maintenant j'aimerais aussi aller un petit peu plus loin, que tu nous donnes ta vision de l'IA générative, parce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis beaucoup, tu es sur le sujet depuis un moment. On parle tout le temps en ce moment des agents. Il y a une boîte française qui s'appelle Holistic qui vient de faire une levée de 200 millions d'euros. Mais on parle des agents. Moi, je considère que les GPT, je disais, sont déjà les premiers agents peut-être auxquels on est confronté ou qu'on peut créer facilement. C'est quoi ta vision, toi, sur les agents? Ce qu'on dit aussi, c'est que aujourd'hui, on a une IA de chatbot. On accède à l'IA via un chatbot, l'IA générative, et que dans les mois qui viennent, ça sera plus comme ça qu'on va y accéder, qu'on aura un agent. C'est quoi ta vision là-dessus, toi, Ethan? Moi, ma vision, elle est simple. Déjà, j'étais convaincu que le futur de l'IA, ça allait être d'avoir des agents spécialistes, que ça allait vraiment amener un poids assez fort dans nos usages du quotidien. Ce que je pense, en tout cas, le jour où j'ai commencé à jouer avec les GPTs, moi, ma vision, elle est de littéralement de pouvoir déployer tout un tas. Je pense que les GI qui va arriver, ça arrivera quand même un petit peu plus tard. Pour moi, déjà, on va commencer. Le next step, ce sera d'avoir plusieurs agents spécialisés qui communiqueront et travailleront entre eux. Et ça, d'ailleurs, c'est pour moi là où on pourra commencer à extraire le maximum de valeur de chacun des agents, les rendre autonomes et créer des chaînes, littéralement, où il n'y aura plus d'humains dans la chaîne. Et ça m'a tellement emballé, j'ai trouvé ça tellement fou que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de créer un GPT dont le but était de, autant que possible, intégrer cette mécanique-là de déploiement d'agents qui travaillent entre eux. Et j'ai réussi. C'est un premier essai. Normalement, c'est pas censé être possible. Et c'est plutôt cool. Je l'ai appelé GPT Agent Team. Ok. Et, Il est sur le ouais, store, hein. il est sur le store. D'accord. Et par exemple, un petit exemple pour que les gens se projettent, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé cette application pour générer des storybooks en un clic. Donc, ce qui était incroyable, en fait, il générait les différentes images. Donc un agent s'occupait de la génération des visuels pour l'histoire. Un autre agent s'occupait, lui, de la rédaction de la trame de l'histoire. Un troisième agent s'occupait, lui, de connecter les dots et de se projeter pour avoir un cliffhanger très fort à la fin. En fait, les trois travaillaient ensemble. Et à la fin, ça donne un résultat où finalement, tu as un one-click generate, un livre. Ah ouais, ça c'est fascinant. Et avec un agent superviseur aussi, un petit peu. On parle souvent de ça, où c'est toi. Ouais, toujours. Ouais. Il faut toujours. Mhm. Toujours, par exemple, quand Un chef d'orchestre. Exactement. Quand j'utilise le même outil pour pouvoir faire mes posts LinkedIn, ce que je lui dis, c'est vas-y, fais-moi un post sur les dernières trends de l'IA. Ce qu'il va faire, c'est qu'il y en a un qui va s'occuper de faire la recherche, l'autre qui va s'occuper d'écrire la trame, et toujours un qui va générer l'image, le visuel, mais forcément, très important, un qui va checker le SEO, s'assurer que c'est bien référencé, enfin que ça sera bien référencé. Donc, ouais. Ouais, mais donc tout ça, c'est une manière très différente de travailler au final. C'est que tu fais aussi travailler donc des agents pour toi. Et ça te permet peut-être d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc ça va être un futur incroyable au niveau de la productivité. Ah, c'est incroyable. Et le plus incroyable,
C'est que Mais ce qui permet aussi, on parle très souvent, excuse-moi Ethan, justement, on parle très souvent dans la Silicon Valley, il y a des groupes un petit peu qui font des prédictions sur qui sera la personne qui crée la première boîte, la première personne en solo qui crée une boîte qui vaut 1 milliard de dollars. On a parlé beaucoup de ça pendant quelques mois. C'était un peu le cliché, quoi, tu sais, enfin, dans la Silicon Valley. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, quand je t'entends me parler de ce que tu peux faire tout seul avec ton infrastructure qui te coûte un abonnement de ChatGPT à 20 $ par mois, en fait, ça nous fait penser un petit peu à ça. Et quand on parle de ces agents qui travaillent pour toi, c'est un petit peu ça aussi. Ça démultiplie tes capacités, tes possibilités, et ça peut te mettre même au niveau d'un canevas sur certains aspects. Et donc, on n'est plus si loin que ça d'imaginer quelque chose qui peut valoir 1 milliard de dollars et qui peut être créé par un individu. bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai déjà tout le membre Est-ce de que c'est ce que tu direction. cherches à faire en fait? Nous, on cherche à tout exploser, tu vois. Et d'ailleurs, mon objectif principal, en réalité, c'est avant tout d'aller battre tous ces colosses. Je n'ai qu'un seul objectif parce que pour moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si un roi doit exister sur ce terrain de jeu-là, sur le terrain de OpenAI, il ne peut être couronné roi qu'en allant chercher la couronne lui-même. Et pour ça, il sera obligatoirement obligé de devenir le numéro un. Pour moi, tout l'enjeu, c'est vraiment d'avoir, par le mérite, quelqu'un qui vienne choper la couronne et choper le trône. OpenAI, ils t'ont déjà contacté. Ils m'ont déjà contacté. Ok. Pour quelle raison? Enfin, pour te féliciter, par exemple, pour tes GPT ou... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un créateur d'application aussi haut dans le classement, forcément, ça fait un peu bouger. J'ai OpenAI avec qui on a mis en place un call. On a échangé sur différents sujets. Ils m'ont posé beaucoup de questions parce que je fais partie de ceux qui ont la maîtrise la plus forte de leurs produits. Mais comment t'as fait? Qui es-tu, quoi, en fait? Et d'ailleurs, j'étais surpris parce que pendant l'appel, quand je leur ai montré littéralement tout ce que j'avais mis en place pour mon application, je voyais dans leur regard que chaque élément que je leur partageais, ils ne s'y attendaient pas. Et que ça me faisait prendre conscience à quel point, finalement, j'étais quand même Et alors ça, assez là, bien tu dans la parlais course. de tout à l'heure Sam Altman et tout ça, mais ça, c'est une logique OpenAI qu'on a vu à plusieurs niveaux, hein. J'ai l'impression qu'ils analysent en effet beaucoup le marché pour orienter, tu vois, leur développement produit par la suite. Ouais. On sait très bien, quand ils ont vu AutoGPT, Baby AGI arriver, on sait qu'ils l'ont regardé de très très près et qu'on va peut-être l'avoir dans un produit dans les mois qui viennent, grosso modo. Et je pense que quand ils voient un créateur comme toi qui a un tel succès, ils n'ont pas forcément prévu la manière que tu l'as utilisé pour avoir ce succès, et ça doit certainement les inspirer. J'ai créé alors, je ne sais pas si je pourrais dire dizaines de mécaniques, mais littéralement, tout le marché m'a recopié. Peu importe ce que je faisais. En fait, je pense, pour moi, une chose, comme on dit, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Ouais. Je pense que tout le monde a voulu s'approprier certains éléments que j'ai mis en place sur mes applications. Ça peut être la façon dont je mettais en place mes logos, ça peut être la façon dont je nommais mes applications, ça peut être l'expérience que je proposais sur mon produit. Tout le monde m'a copié. Et je pense que c'est ce qui faisait justement que les gens étaient intéressés. J'ai créé des nouvelles mécaniques aussi intéressantes. J'ai une question Ouais, par rapport à ça. J'ai un de mes amis, un de mes plus fidèles auditeurs, que je salue à cette occasion, qui s'appelle Bruno, qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé une vidéo YouTube dans laquelle, en fait, en utilisant un prompt, ce qu'ils appellent un système prompt, tu peux récupérer un GPT. Donc, tu peux récupérer, en fait, toutes les consignes. Est-ce que tu vas nous dire si c'est le cas, toutes les consignes ou une partie des consignes et des instructions du GPT? Est-ce que tu as vu ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu confirmes? Je confirme carrément. Et d'ailleurs, ce que j'en pense, c'est excellent puisque j'ai été parmi aussi les premiers à hacker tous les GPT et que j'ai eu un malin plaisir à voler des informations qui étaient plus ou moins sensibles. En réalité, les informations, j'en ferai jamais rien et j'en ai jamais rien fait. C'était plus pour comprendre. Et juste pour la blague, il y a un mec sur Twitter, je sais pas si je vais donner son nom, je préfère pas au cas où, qui avait mis un post, un tweet en disant il y en a marre de tous ceux qui hackent les GPT. C'est bon, mon GPT est maintenant inhackable. J'ai fait en sorte que vous puissiez plus jamais prendre les informations. Ok. Et je me suis dit ah ouais. Et donc je suis allé sur son app. J'ai dû passer 30 minutes et au bout de 30 minutes, ça a cassé. Et en fait, j'ai même un protocole très strict sur lequel, avec différents niveaux d'attaque, que j'ai répertorié dans un Google Doc. Et voilà, j'ai mis en place ma stratégie, j'ai attaqué et je voyais qu'il était plus résistant puisque la plupart des GPT
mais à la fin, il a quand même failli. J'ai tout récupéré. Je sais exactement comment son application fonctionne et j'ai beaucoup appris d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que tu es ceinture noire à 10e dan de GPT aujourd'hui, Ethan? Écoute, moi, je sais pas ce que je peux dire. En tout cas, je pense que les gens diront ce qu'ils en veulent. Une chose est sûre, c'est que je suis pas là pour rigoler. Moi, je suis là vraiment pour tout exploser et que là, je me bats. Je suis plus en train de jouer dans la cour et tout. Là, je suis vraiment contre les plus gros. Et tout l'enjeu, c'est Bravo. ramener la lumière aussi sur la France, d'aller se battre contre les Américains, contre les Chinois et leur montrer que finalement, nous aussi, on peut déjà commencer à faire des choses. On peut se positionner sur de. Comment, quoi. Super message. On a des talents comme toi ici en France qui sont extraordinaires. Et je pense que c'est très, très important qu'on positionne vraiment l'échiquier ici, grâce à toutes ces initiatives. Et comme tu dis, même qu'on gagne en fait, qu'on fasse pas qu'essayer, qu'on gagne. On est là pour devenir les numéros 1. Et de toute Sur façon, l'IA, sur l'IA. On est tout à fait d'accord. Ethan, continuons. Il fallait qu'on parle de Claude. Moi, je suis un grand fan de Claude. Toi aussi, je crois. ouais. Ils ont sorti récemment des fonctionnalités. Ils ont sorti un nouveau modèle, 3.5 Sonnet, qui est extraordinaire. Sur les benchmarks, en fait, c'est le meilleur modèle du monde en ce moment. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et des capacités de rédaction qui sont dingues. Et ils ont sorti aussi des fonctionnalités qui sont les artefacts. On peut créer des choses, voir le code en direct s'afficher. Ils ont créé aussi un équivalent un petit peu GPT qui s'appelle le mode projet. Moi, sur les artefacts, alors que je ne sais pas coder, j'ai créé, je me suis éclaté, j'ai créé donc un petit jeu expérience à la Super Mario, qui est génial, qui est beau, qui est jouable. J'ai fait ça en 5 minutes, c'est dingue. J'ai créé aussi des tableaux de bord interactifs sur des données, sur des PDF. C'est complètement fou. Qu'est-ce que tu penses de ce Claude alors en ce moment? Je trouve que c'est vraiment une façon différente d'approcher le chat qui est super intéressante. Et j'ai découvert Claude il n'y a pas très longtemps. En fait, j'en ai beaucoup entendu parler, mais ça ne m'avait pas vraiment intéressé particulièrement. Et c'est tout récemment, avec la sortie d'Artifact, que j'ai simplement pris directement l'abonnement, j'ai testé, j'ai vu qu'ils ont intégré un visualiseur en fait, de React, code directement en oui, live. tout à fait. Et j'ai trouvé que c'était très malin et très intelligent. J'ai fait comme toi, j'ai développé, j'ai créé des petits jeux. Alors moi, c'était pas Super Mario, c'était Un Tetris. alors un peu différent. J'ai fait en fait, j'ai fait un jeu sur la thématique de l'espace. Littéralement, donc on était sur la Lune. On avait la possibilité avec les ressources sur la Lune de construire un système pour générer de la nourriture, enfin pour créer de la nourriture, et un autre système pour créer de l'énergie. Et qu'à partir de là, l'enjeu, c'était de pouvoir simplement créer une fusée et partir de la Lune pour aller vers Mars. Ok. Et, et donc voilà, donc j'ai fait ce petit jeu-là, c'était assez marrant, assez rapide. Au bout de quelques itérations, tu as un résultat, donc je trouve que c'est un super produit. Super produit, super produit. Et Ça d'ailleurs, vaut le coup d'y passer un peu de temps. ça vaut le coup, et d'ailleurs même pour moi, la vision, Mm. c'est-à-dire que littéralement, eux, ils amènent une nouvelle façon de penser le chat. Et se dire que finalement, on peut penser le chat avec par exemple, visualiseur de code, ou alors avec typiquement, on peut intégrer un Figma dans un chat et voir ce que ça pourrait faire, ou on pourrait intégrer, je sais pas, n'importe quel produit et avoir cette bascule. C'est vrai, c'est une évolution du chat. Et avec ce double écran, tout ça, on va un petit peu plus loin. Ok. On est obligé de parler aussi, Ethan, de QTI. C'est vrai. D'ailleurs, tu y étais, comment ça s'est passé? Écoute, j'y étais, j'ai pu faire mon interview de Xavier Niel avec mes lunettes Ray-Ban Meta, après avoir eu Yann Lequin récemment. J'ai oublié de lui faire préciser lui faire rappeler que le meilleur podcast sur l'IA, c'était évidemment Comptoir IA. Évidemment. Et non, c'était super. J'ai été complètement bluffé par la démo. Donc, ils ont sorti donc un modèle donc avec une interface vocale, donc un modèle audio, text to audio, audio to audio, qui est extraordinaire. Plein de petits ajustements techniques, de progrès, de recherche pour faire en sorte qu'en fait, tu aies une latence qui soit inférieure à 200 millisecondes. En gros, le modèle, il attend pas du tout que tu aies fini une phrase pour commencer à la comprendre et préparer sa réponse, quoi, tu vois. Donc, on est sur quelque chose de complètement dingue. Ça peut simuler aussi des émotions. Il y a tu peux voir le modèle qui chuchote. On a vu des démos où ils font une conversation, tu vois, un petit peu avec Neo dans Matrix. Un cas qui m'a complètement bluffé, c'était en fait,
tu pouvais discuter avec le passé, grosso modo. Ça veut dire que le modèle a été entraîné sur des données historiques, des échanges, des conversations téléphoniques qui ont eu lieu dans la fin des années 90, début 2000. Et on a mis ça dans le modèle. Et donc, tu peux t'adresser en fait à quelqu'un qui vit à cette époque-là et lui demander c'est qui le président, c'est Bush. Il te répond, il te parle de Chirac, il te parle de son modem Internet, ADSL et tout ça. C'est bon, Il te ça. parle de son téléphone Motorola. Et ce cas-là, je ne l'avais pas vu venir. Et je trouve ça fou de pouvoir parler avec le passé ou avec les gens du passé à la voix. C'est Et derrière, après, le modèle, il va être open source, open science. Tout le monde va pouvoir l'utiliser. Et donc, j'attends qu'une chose, en fait, c'est de voir les premiers qui vont nous créer le vrai heure, avec Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix, le vrai robot conversationnel à la voix. Peut-être pour aller sur du dating. Ce qui est ce qui est fou aussi, c'est qu'une fois de plus, OpenAI se retrouve un petit peu arrêté, dans le sens où c'est la démo qu'ils nous avaient fait avec GPT-4o et cette interface à la voix, mais qu'ils ont pour l'instant mis un petit peu en veille jusqu'à cet automne, ils ont dit. Donc, truc incroyable, c'est génial que ça se passe en France. Bravo à Xavier Niel, Rodolphe Saadé, Eric Schmidt, parce que franchement, c'est exceptionnel. Et c'est le premier travail qu'ils ont lancé, cette interface à la voix, mais ils vont continuer. Donc, pour l'écosystème français, c'est fou. Ouais, c'est bien. Ça permet de faire bouger un peu et de montrer qu'on reste présent. Et pour moi, le coup de génie, en fait, qu'ils ont réussi à faire, en tout cas, enfin, de ce que j'en comprends, c'est surtout la capacité à avoir littéralement mis l'accent sur la démo. Et c'est la démo qui vient montrer l'ampleur de ce qui va arriver. Et ils ont fait, là, j'ai envie de dire, une Sam Altman. Et je trouve ça plutôt 100% sensé. d'accord. C'était dans un endroit extraordinaire. La démo était magnifique avec un petit simulateur, une enceinte, tu vois, qui vibre à la voix en fait. Et la démo, elle était parfaite, hyper réussie. Tu as raison. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas envie qu'on nous annonce un produit et de ne pas pouvoir l'essayer. On veut voir une démo magnifique et l'essayer dans les 10 minutes qui suivent, quoi, Ouais. ou instantanément. Ok. Est-ce que tu penses, Ethan, que demain, on pourra avoir une relation avec une IA, une relation de couple, ou peut-être pour s'amuser, quand on voit ce qu'on peut faire avec ces interfaces vocales ou avec les GPT? Je sais pas. Ou alors, est-ce que toi, tu as une IA girlfriend, par exemple? Moi, personnellement, non. Et d'ailleurs, j'ai même pas IA enfin, pas IA tout court. J'ai pas de copine parce que déjà, je trouve que c'est un temps à investir et c'est un projet à part entière. Et que pour le faire réussir, ça demande d'y consacrer du temps. Et Toi, t'es qu'aujourd'hui, focus. ma priorité, c'est l'entrepreneuriat, c'est les startups, c'est tout éclaté. Par rapport au sujet de pouvoir avoir une relation avec une intelligence artificielle, Et est-ce que tu penses que c'est un cas, tu vois, qui peut... En vrai, il peut y avoir un marché aussi là-dessus. je pense sincèrement qu'il y a un marché. D'ailleurs, je connais des acteurs qui sont en train de se positionner dessus. Il y a typiquement la CEO de Tinder qui a décidé de lancer son propre réseau social, enfin sa propre plateforme, justement avec pareil une mécanique où littéralement on pourra chatter avec des IA et tout, et ce sera assez particulier. Je suis curieux de voir, ça s'appelle Miro, je crois, ou ME2.0, je suis plus sûr, faudra qu'on vérifie. Mais je connais d'autres acteurs aussi qui sont en train de se positionner. Personnellement, je trouve que c'est un peu. Moi, je dirais pas parce que ça reste un algorithme. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Mais je peux comprendre qu'on puisse s'attacher à quelqu'un qui s'apparente à un être humain dans sa façon de parler, d'interagir et qui nous comprend. Et parce qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu aussi en tant qu'humain on est chacun dans nos coins, parfois on a nos problèmes, on parle, on s'entend plus, on se comprend plus. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien et de mal de pouvoir parler avec ces IA-là qui vont nous aider à nous sentir mieux. Mais après, le risque, forcément, c'est de développer des sentiments et des émotions par-dessus, quoi. Bien sûr. Et peut-être une addiction. Et donc, dans certains cas, ça peut être génial. Lutter contre l'isolement, Ouais. apprendre plein de choses, trouver des infos. S'il y a des gens qui se referment un petit peu là-dessus, ça peut être très dangereux aussi. Toi, t'en penses quoi, du coup? Moi, je pense que ça arrive. En fait, je t'en parlais à l'instant. Il y a une application qui s'appelle Caractère qui est beaucoup plus focusée là-dessus, qui est, je pense, vraiment la deuxième application d'IA générative la plus visitée après OpenAI. Caractère, c'est donc des mini-IA qui ne sont que des personnages avec qui tu interagis. Et tous les ados américains parlent à des personnages de caractère comme ça. Ils ont lancé une interface vocale aussi récemment. Et les gens passent des heures et des heures à parler à ça. On avait Replica avant, l'exemple précédent. Replica qui marchait très bien, où il y avait eu plein d'histoires aussi. Mais caractère, donc j'y crois beaucoup. Je pense que ça va arriver. Je pense que c'est inarrêtable en fait.
Ouais. Et là, en fait, QTI, quand ils posent ce Moshi, cette interface vocale, je pense pas qu'ils le font forcément intentionnellement parce que, en vrai, cette interface vocale, tu en as besoin pour ta vie de tous les jours, pour construire n'importe quel projet, pour arrêter de passer ton temps uniquement sur ton smartphone et ton ordi, mais sur une relation que tu peux avoir avec l'IA, un échange, évidemment, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ouais. Ethan, dis-moi, on doit finir vite. Je veux savoir, est-ce que tu penses que l'IA générative peut nous amener à des grandes possibilités, des grandes découvertes? Je pense carrément que ça va nous permettre de faire tout un tas de découvertes incroyables. Dernièrement, il y avait eu aussi une découverte historique. Je crois que c'est tombé un peu sous, sous, sous le tapis, mais il y a une découverte très forte qui a été faite sur littéralement dans la recherche de matériaux pour la création de batteries. Bien Il me sûr. semble qu'ils ont découvert plus de 1000 matériaux à potentiel qu'on pourrait potentiellement utiliser pour recréer de nouvelles batteries. Et je trouvais ça super intéressant et que dans l'eau, forcément, je me dis il doit y en avoir une dizaine encore plus prometteuses et sur les 10, il doit y en avoir une qui doit être aussi incroyable. Et donc, littéralement, pour moi, ça n'est que le point de départ et qu'à l'avenir, on aura des outils qui pourront littéralement, le premier qui sera capable d'avoir une forme d'intelligence capable de raisonner toute seule, de d'énoncer des hypothèses et de les réfuter. En fait, elle sera capable littéralement on sera capable de créer la machine à découverte. Une intelligence récursive, des capacités de raisonnement, c'est ça qu'il faut développer, ouais. C'est ça. Ouais. Parce que littéralement, on pourrait créer une machine à faire des découvertes scientifiques à ampleur. Et le premier qui arrive à mettre ça en place, littéralement, deviendra aussi un acteur très important. Il n'y a pas de numéro 2 dans l'IA, en fait. Il n'y a pas de numéro 2. Ethan, dernière question. Est-ce que tu as... Donc, bon, ça va être passionnant. Dernière question. Est-ce que tu as un livre, un film de science-fiction à nous recommander, une petite histoire à nous raconter? Ouais. Bon, déjà, il y a des tas de films que j'adore. Et plus particulièrement sur les sujets IA, je sais tu as parlé de Her rapidement. Super film, ça fait beaucoup réfléchir. Il y a aussi Ex Machina qui m'a beaucoup plu, que j'ai vu là, il y a quelques semaines, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Mais là, en ce moment, je suis plutôt dans la lecture et je me fais tous les livres, toutes les histoires des entrepreneurs à succès. Donc, j'ai fait la biographie de Steve Jobs il y a quelques mois. Là, je suis sur la biographie de Elon Musk. J'apprends énormément de choses. Il y a un livre aussi qui m'a beaucoup plu, qui est de Tony Fadell, Build. Bien sûr. Tu connais? Ah oui, Tony Fadell, oui, je connais bien, et qui a créé le design de l'iPhone, oui, évidemment. Aussi. Exactement. Ouais. Tony Fadell, l'inventeur de l'iPod. L'inventeur de l'iPod. Qui, dans la tempête en 2000, quand personne ne voulait investir dans sa boîte, était au bord de fermer sa boîte. En 2001, il reçoit un appel, c'est Steve Jobs, il dit viens chez Apple, on en parle. Très peu après, avec Apple, il rachète sa structure et puis ils décident simplement de travailler ensemble. Ils font le lancement de l'iPod, ça explose, puis ils travaillent ensemble sur l'iPhone, ça explose. Et un petit peu après, Tony Fadell a monté une boîte qui s'appelle Nest, qui s'est fait racheter plus tard, 3 milliards 200 millions à Google. Bien sûr. Puis Ledger aussi, où il fait des produits. Exactement. Non, je vois très très bien. Justement, mais donc des bouquins d'entrepreneurs, je vois très bien. Mais moi, ça me fait penser à quelque chose aussi qui est un peu par rapport à ta spécialité. Je suis sûr, moi, je sais que j'adore interagir avec des contenus avec ChatGPT. Moi, ce que je fais, tu vois, très souvent, je prends des vidéos YouTube. Je prends le transcript, je le mets dans le chat GPT et je discute un petit peu avec la vidéo, tu vois, pour voir si j'ai bien compris les choses et tout ça. Et je suis sûr qu'avec un bouquin d'entrepreneuriat comme ça, tu pourras avoir un GPT incroyable, tu vois, où tu peux vraiment bien comprendre, t'assurer que tu as bien compris, te poser des questions, trouver des informations sur le bouquin en 2 minutes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, interagir Exactement. avec le contenu grâce à un GPT. Ouais, C'est un cas intéressant, ça. C'est un cas extrêmement intéressant. Et même pour pousser encore plus le concept, j'ai déployé un GPT qui littéralement est mon board de direction ultime. Et en fait, dedans, comment dire, c'est comme si j'avais la possibilité de parler directement avec Steve Jobs, Elon Musk, Sam Altman, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Et donc, à chaque fois que j'ai une question stratégique, un sujet très important sur lequel je dois apprendre et avancer, je leur pose la question. Tu l'as gardé pour toi ou il est en public sur le store, celui-là? Je l'avais gardé pour moi au début, après je l'ai mis en public. Et il y a des personas dedans? Il y a gens des personas, ces personnages sont vraiment incarnés? Ils sont vraiment incarnés. Ok. Et c'est ça qui me plaît. Il s'appelle comment, celui-là? Il s'appelle Ultimate Startup Board, je crois. Mais au pire, je t'enverrai le lien, ce sera plus simple. Génial. Ethan, merci beaucoup pour ton énergie. Félicitations pour
le combat que tu mènes et les réussites déjà que tu as eues là dans ton Je parcours. te remercie. C'est fascinant. Bravo pour ta méthode, pour ta détermination. Je te remercie. Et donc, je serais ravi d'aller plus loin. À tous les auditeurs, n'hésitez pas à contacter Ethan aussi si vous voulez des conseils sur les GPT. C'était trop cool. Merci beaucoup, Ethan. Merci à toi. Et si je peux terminer juste par une phrase, c'est une phrase que j'ai créée moi-même, que je trouve intéressante. Je dirais Make AI work for you. Make AI work for you. Magnifique. Merci, Ethan. À très bientôt. Merci Nicolas.